Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast, je vous résume comment arriver au bout du matériel traumatique qui sépare les duos d'âme et ensuite je vous partagerai comment je me suis sentie une fois libérée de mes traumas. Je reprends l'idée du jeu Tetris qui me semble encore le plus simple pour vous faire comprendre comment je vois cette dynamique. Je vous propose de considérer que tous les blocs qui sont venus s'accumuler constitueraient le matériel traumatique et le bloc à droite bleu serait une affirmation juste faisant suite à une élaboration. Une fois que celle-ci est actée dans votre vie, donc dans la matière, elle produira une libération de plusieurs blocs, entraînant par voie de conséquence une diminution du matériel traumatique. Essayons à présent de comprendre comment se constitue ce matériel traumatique et comment le libérer. Vous voyez apparaître sur la gauche une liste non exhaustive d'éléments que j'ai retenus et qui peuvent alourdir sacrément notre bagage de trauma. Il y a notamment l'inconscient collectif qui est bien plus puissant que ce qu'on voudrait le croire. Par exemple, on accepte communément que ce seraient les femmes qui seraient plus romantiques que les hommes. Or, des études ont démontré que c'était le contraire. Pour en prendre conscience, il faut évidemment aller questionner le cœur des hommes. Je vous mets le lien d'une de ces études en barre d'infos et je vous précise d'ailleurs que tout ce que je vous partage est soit expérientiel, donc issu de mon expérience ou de mes observations, ou issu d'une étude existante. Si notre bataille vise à débusquer le faux, eh bien l'inconscient collectif en contient aussi. C'est même un terrain très fertile où se concentre et se nourrit le faux époque après époque. Donc, dans cette masse de trauma, on notera aussi tout ce qui est transgénérationnel, c'est-à-dire tous les traumatismes et les non-dits vécus par nos ancêtres qui se répercuteraient encore sur un individu jusqu'à induire des troubles physiques ou psychologiques. À ce sujet, j'ai une anecdote intéressante à vous partager. Pendant quasi la majeure partie de ma vie, j'avais des dents pas super alignées et donc depuis mon enfance, je passe d'un traitement à l'autre sans aucun résultat. Vers l'âge de 40 ans, je décide de m'attaquer une fois pour toutes à ce problème dentaire et donc à nouveau je reçois un traitement orthodontique et il s'agit de plaquettes posées sur mes dents. Au bout de 2 ans, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé et là, je me représente chez mon orthodontiste et je pète littéralement un câble. Je lui dis que je n'en peux plus et je lui demande de tout enlever sur le champ. Heureusement qu'elle parvient à me rassurer, me calmer. Et entre-temps, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un dentiste holistique. Ce fut une expérience assez intéressante. Donc, le bonhomme a simplement mis sa main pour prendre mon pouls au niveau de mon poignet. Il n'a même pas inspecté mes dents. Il me dit alors, on me parle de votre grand-mère maternelle. Et je lui dis directement de but en blanc, je ne sais rien d'elle parce que elle est décédée d'une erreur de médication prescrite par son frère qui était dentiste. Le dentiste holistique m'a simplement répondu et vous vous étonnez que tous vos traitements ne fonctionnent pas et que vous ne faites pas confiance au dentiste. Bingo, en une seule phrase, il avait débloqué mon inconscient à ce sujet-là. Nous étions à ce moment-là au mois de juin et je me rappelle avoir passé l'été, juillet-août. Je me présente ensuite en septembre à mon rendez-vous de contrôle chez mon orthodontiste qui me dit « Et voilà, on va pouvoir enlever toutes tes plaquettes ». Je n'en revenais pas. Mes dents s'étaient alignées comme par magie. Donc vous voyez ici un exemple assez simple
du transgénérationnel qui peut encore se répercuter dans notre vie et comment un décodage à ce niveau-là peut nous libérer de l'enfermement d'un message resté dans l'inconscient. Alors remontons cette liste. Il y a bien sûr les blessures et les traumas que nous avons vécus dans notre vie, qui seront à prendre en compte et à traiter pour se libérer, mais nous savons que connaître la cause d'un problème ne suffit pas. Ensuite, les addictions, toutes nos dépendances, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient à un produit, qu'elles soient à une pratique, qu'elles soient à travers les écrans, à travers les vidéos de YouTube, tout ce qui est de l'ordre addictif. On pensera moins à lister des habitudes comme le travail, mais il y a vraiment des gens qui sont accros au travail, tout comme des gens accros au shopping ou encore au sport. Ce n'est pas le travail, le shopping ou le sport qui est à remettre en cause, c'est le manque d'équilibre, donc l'excès ou la déficience. Ce sont toutes des usages, des habitudes, des accoutumances qui nous empêcheraient au fond d'être au contact avec ce vide en nous qui peut être très confrontant, qui peut faire peur, qui peut être vertigineux, mais qui, une fois accueilli pleinement et habité, peut représenter la présence à nous-mêmes, à la vie, la présence que nous goûtons de cette incarnation. Alors ensuite, qu'est-ce qui peut encore venir s'accumuler en termes de matériel traumatique? Il y a le fait de nourrir les abus. C'est-à-dire que si vous observez dans votre environnement quelqu'un qui viendrait abuser de vous, eh bien, il s'agit de ne pas vous laisser faire. Ensuite, juger, et notamment juger la personne qu'on aime, c'est bien plus courant dans ce parcours qu'on le croit, eh bien, aggrave la charge émotionnelle non intégrée. Lorsque je dis juger, entendons-nous, tout le monde juge plus ou moins négativement ou positivement, mais dans un état de crise, à cause de l'ego blessé, on peut voir la réalité de façon complètement inversée et croire à des choses tout à fait improbables à propos de l'autre personne ou quiconque. Une fois qu'on en sort, eh bien, on se rend bien compte que nos idées à son sujet sont tout à fait diamétralement opposées ou plus relatives à l'état d'apaisement. Ensuite, j'ai annoté le fait d'absorber. Donc, on dit souvent essayer d'observer sans absorber. Donc, sans absorber les émotions ni le matériel traumatique des autres. Et pourtant, c'est ce que nous faisons lorsque nous regardons par exemple une vidéo d'une personne qui n'est pas sur ce parcours d'âme ou d'une personne qui le serait mais qui n'aurait pas traité son matériel traumatique et qui s'exprime à travers sa colère. Plusieurs de mes consultants m'ont rapporté avoir été activés par une vidéo et ensuite avoir été recadrés avec colère la personne qu'ils aimaient puisque c'était ce qui était conseillé. Et donc se sont retrouvés face à un jumeau ou une jumelle qui a pris la fuite. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc vous regardez une vidéo dans laquelle le youtubeur a l'air très assertif, très cadrant et donc structurant. Vous absorbez tout son discours, donc au fond vous ne le remarquez pas, mais vous absorbez son matériel traumatique non traité et ensuite vous allez le rejeter sur la personne que vous aimez. D'une part, si vous êtes hypersensible, vous absorbez 2 fois plus vite. En plus, vous croyez bien faire puisque c'est ce qu'on vous a conseillé, mais la responsabilité vous revient de faire preuve de discernement. Un constat que je peux vous partager, c'est que lors d'un coaching, lorsque on vous dit de faire de l'affirmation de soi, pour l'avoir expérimenté, je sais que cela ne fonctionne pas dans une relation d'âme jumelle. C'est l'affirmation juste qui fonctionne. L'affirmation de soi étant souvent réactive et teintée de notre ego blessé. À ce titre, nous avions plus ou moins remarqué qu'il était délicat de partager cette histoire d'âme jumelle avec notre entourage car ils allaient avoir peur pour nous et donc, en quelque sorte,
projeter leur propre matériel traumatique sur nous. Cette relation est si atypique qu'il est peu probable d'être compris. En revanche, on pense moins à se protéger face aux nombreux discours qu'il y a sur YouTube à propos des flammes jumelles ou des âmes jumelles. D'ailleurs, au moment où je vous enregistre ce podcast à propos de comment arriver au bout du matériel traumatique, je ne prétends pas y être parvenue, et aussi je précise que la plupart de mes enregistrements sont teintés et du vrai et du faux en fonction de mon évolution. Cela ne saurait être autrement vu le caractère expérientiel de ce partage. Finalement, j'ai mis tout en haut de ma liste le déni. Donc il y aura encore certainement d'autres éléments qu'on pourrait rajouter à cette liste et je vous invite à l'adapter en fonction de votre vécu. Notamment, mon compagnon et moi ne sommes pas allés revisiter nos vies antérieures. Jusqu'à présent, cela ne nous a pas empêchés d'avancer ensemble. S'agissant du déni, eh bien, je parle d'une part du fait d'être dans le faux, de continuer à être dans le faux sans le savoir ou sans prendre conscience. Par exemple, en continuant à absorber des informations fausses ou en nourrissant les abus. Mais il y aura toujours une part de déni, même si nous avons à cœur d'aller le plus possible vers le vrai. Il y a toujours un angle mort. Cet angle mort, c'est tout simplement notre inconscient. Et ce qui est incroyablement pratique dans un système d'âme, c'est que notre inconscient est carrément incarné, matérialisé par l'autre personne. Alors, j'ai hiérarchisé ici ma liste par des points en rouge et des points en orange. Les points en rouge, pour moi, sont substantiels du matériel traumatique et les points en orange sont l'expression de ce matériel traumatique. En parcourant maintenant ensemble la liste des points en bleu du côté droit, eh bien, nous allons mieux comprendre de quoi parle ce déni. Alors, mon tout premier point, tout en haut de la liste, pour pouvoir se libérer du matériel traumatique, donc pulvériser tous ces blocs de Tetris les uns après les autres, pour se réunir, eh bien, j'ai mis « Commencer le parcours ». Ça peut vous paraître tout à fait extravagant, mais il y a plein de gens se disant sur ce parcours, mais qui en réalité ne l'ont même pas encore commencé. Pourquoi je dis cela? Parce que tant qu'on est dans des codes de l'amour erronés, c'est comme si on faisait le travail à l'envers et donc comme si on continuait à alimenter tout ce paquet de matériel traumatique. Dans mon cas, il m'a fallu 2 ans pour voir un peu clair et commencer véritablement ce parcours dans le bon sens avec les bons codes, au bout de beaucoup de souffrance bien sûr. Et donc selon moi, tant qu'on n'a pas commencé ce parcours dans le bon sens, on reste en quelque sorte dans le déni. Au fond, cela est assez simple à objectiver. Observez dans la réalité où est-ce que vous en êtes avec la personne que vous aimez. Est-elle toujours dans le déni de qui vous êtes, de votre relation, de votre amour? Et si oui, rappelez-vous que le masculin est un miroir amplifié des failles de la féminine. En général, lorsqu'on est dans un lien d'âme jumelle et qu'on pratique les bons codes, à savoir l'affirmation juste, être dans le soi authentique, donc se partager avec authenticité, dans un équilibre 50-50, de façon progressive, aller s'exposer à ses peurs et mettre ses limites, que ce soit dans notre entourage ou vis-à-vis de la personne qu'on aime. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus on élabore du matériel traumatique et plus la distance entre soi et la personne qu'on aime diminue. Alors j'aime bien utiliser cette image du Tetris parce que pour moi elle est tellement simple et éloquente parce que il y a une accélération. Donc plus on pratique les bons codes, plus cela va vite et plus on libère du matériel traumatique. Avant de clôturer ce schéma, j'aimerais néanmoins vous dire que lorsque le matériel traumatique s'accumule, eh bien nous pouvons aussi arriver à saturation.
Cette saturation va potentiellement nous pousser à agir dans le bon sens pour le système et donc pour le duo d'âme. Dans mon expérience, c'est bien souvent parce que j'en ai super marre de ce parcours que j'arrive enfin à intégrer les codes dans le bon sens. De même, lorsqu'on se laisse marcher dessus par notre entourage ou par la personne qu'on aime, il arrive un moment où on ressent la nécessité de se positionner en justesse. Ce qu'on n'aurait pas osé faire sans cette saturation. Mais attention, chez certaines personnes, la saturation sans les bons réflexes peut aussi conduire à l'idée du suicide pour faire arrêter la souffrance parce que le matériel traumatique n'a pas été suffisamment libéré. Et donc le suicide devient alors une défense contre un matériel traumatique trop bruyant, trop lourd et non élaboré. Il devient alors comme le seul moyen de réduire la tension intérieure à zéro. Et à l'inverse, lorsque on libère le matériel traumatique en une fois, par exemple en allant recevoir des soins énergétiques, c'est comme si on passait du niveau 1 au niveau 3 du jeu sans être habitué au préalable à l'avancement progressif et à la maîtrise progressive du jeu. Et que se passe-t-il dans ces moments-là? Eh bien, la vie continue à envoyer des événements, donc des blocs de Tetris, mais comme on n'est absolument pas en maîtrise du fait d'avoir sauté d'un niveau, eh bien, on peut tout à fait se ramasser et donc réaccumuler du matériel traumatique. L'idée ici, c'est de simplement avancer en mettant un pied devant l'autre, en faisant le travail méritant qui va avec l'épuration de la charge traumatique de ce vécu, sans essayer d'échapper par le haut ni par le bas, donc sans tricher avec la vie en augmentant son taux vibratoire de façon artificielle, mais plutôt en s'entraînant dans le réel et dans la relation. En soi, c'est pas très grave si on arrive à maîtriser la vitesse, mais ce qui est rare si on ne s'est pas entraîné au cours de la vie. Et aussi l'autre risque, c'est d'arriver à saturation et de ne voir aucune autre issue que le suicide. Je vous parle ici de situations dramatiques et si je prends comme illustration un jeu, c'est pour pouvoir vous faciliter l'intégration. Je vous rappelle que plus vous montez en vibration, plus le masculin vient livrer du matériel traumatique. Et lorsque on n'est pas habitué à élaborer ou à s'exposer à ses peurs ou à mettre des limites et s'affirmer en justesse, eh bien, à la moindre problématique, on est mis face au fait de devoir réagir en justesse alors qu'on n'a pas pratiqué les codes justes. Alors que si vous le faites dans le bon rythme, en élaborant selon vos moyens et à votre mesure, lorsque vous montez vibratoirement, l'autre le sent, il vient vous déposer du matériel traumatique et ainsi de suite vous élaborer. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, j'ai fait une montée vibratoire importante il y a quelques mois, ce qui m'a apporté une certaine solidité que mon compagnon a senti instantanément, suite à quoi il est venu me déposer du matériel traumatique massivement. Or, cette montée vibratoire, je ne l'avais même pas provoquée, c'était un accident, donc imaginez quand vous allez la provoquer. Alors notez bien, s'il vous plaît, c'est très important qu'ici, il s'agit d'un schéma, un résumé hyper condensé. Dans la vraie vie, cela se passe de manière éparse au fil de votre avancement et de ce qui est renvoyé par l'autre. Si vos traumas sont réveillés tous les jours, eh bien, c'est la relation qui devient traumatisante. À présent, je vous partage mes ressentis après avoir pas mal élaboré et libéré un tant soit peu mon système d'âme. Alors déjà, le fait de réaliser profondément ce que signifie l'idée que le masculin porte ce matériel traumatique dans son corps, dans sa chair, pendant que la féminine élabore,
rééquilibre la croyance que l'autre, il n'en fout pas une et qu'il casse l'ambiance. La difficulté que rencontrent les féminines, c'est de pouvoir élaborer ce matériel traumatique parce qu'on n'est pas habitué. Personne ne nous apprend en venant au monde que ce genre de relation existe, ni les codes pour pouvoir l'appréhender et aussi donc faire gagner l'amour. Et donc pendant que la féminine tente de comprendre ce nouveau système, eh bien le masculin porte le matériel traumatique dans son corps. Il faut reconnaître là vraiment la nécessité et le temps qu'il a fallu pour libérer dans un premier temps mon propre matériel traumatique. Donc sans ça, je n'étais pas en mesure de comprendre les codes justes. Et aussi, je me suis retraumatisée et j'ai retraumatisé mon compagnon allègrement en me nourrissant de discours qui étaient faux, mais dont je ne savais pas à quel point ils étaient faux. Ce n'est que quand on sort la tête de tout ce matériel traumatique qu'on peut s'apercevoir à quel point un discours est faux. Alors, un message adressé à toutes les féminines lorsque vous vous découragez, ce qui est tout à fait compréhensible parce que c'est un parcours très très exigeant. En principe, lorsque vous adoptez les bons codes, eh bien, vous observez que cela fonctionne véritablement et donc cela provoque aussi une joie très intense. Et je vous rappelle que le but du jeu n'est pas forcément d'arriver au bout de ce matériel traumatique commun que pour être en relation ni en couple. Il y a des gens qui travaillent véritablement en conscience et en partenariat et qui n'ont parfois même pas connu de grosses séparations, et ce qui est tout à fait possible dans un partenariat où on a un minimum conscience que l'ego blessé peut vraiment tout saccager. Une clé pour être en lien, en contact, en relation avec la personne que l'on aime, pour moi, ce serait davantage le désir sincère de dénoncer le faux. Donc tout le matériel traumatique, c'est le faux et donc la souffrance, qu'elle vienne de notre groupe d'appartenance, de notre inconscient collectif, de notre éducation ou de ce que nous nous racontons à nous-mêmes. À l'endroit où vous pratiquerez les codes justes, vous constaterez que tout un champ de liberté et votre horizon vont s'ouvrir, contrairement à une relation toxique. Au moment où je vous parle, je ne me dis pas que tout va devenir simple et facile, puisque le chemin reste à faire. Ce n'est pas parce qu'on comprend les codes qu'on n'a plus à les pratiquer. Donc, le chemin reste entier et il est à parcourir ensemble en partenariat. Et même ensemble en réunion à deux, ce parcours reste difficile et ambitieux puisqu'il faut continuer à libérer le matériel traumatique. Certains duos d'âme se retrouvent en réunion sans avoir encore intégré cette notion de charge traumatique à libérer. Et donc l'un des deux est toujours en train de porter le matériel traumatique et parfois même soumis à des symptômes physiques très graves, donc une maladie, sans qu'aucun ne comprenne la mécanique, qui ne s'équilibrera profondément qu'avec une détermination à en venir à bout du faux, que ce soit en soi, en relation avec la personne qu'on aime, avec les autres ou à travers le monde. Plus on va vers le vrai, plus on sort de son propre déni et plus on permet à notre âme jumelle de briser les chaînes de son cœur et dans son corps. Après, je ne veux pas vous mentir sur le fait que ce type de relation est tout à fait hors norme. Autant la relation peut être transcendantale, autant elle peut être très challengeante. Et donc les moments de vicissitude que nous traversons ne sont pas tant liés à l'autre personne ni même à la relation, mais à notre difficulté à voir les choses en vérité. Et face à cette observation
existentielle, il y a lieu de faire preuve de beaucoup de patience et de bienveillance envers soi. C'est un long conditionnement qui date depuis le début de l'humanité que nous devons mettre en lumière. Et si ce chemin vous paraît trop difficile, trop lourd à porter, eh bien, sachez aussi avoir la sagesse de soit faire une pause, de prendre soin de vous. Il s'agit ici d'un parcours d'apprentissage à aller traiter et élaborer ses propres problématiques au cours d'une vie. Cela demande donc du temps, donc de la patience et beaucoup de courage. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une relation où on se fait réactiver tous nos traumas quotidiennement par quelqu'un d'autre, parce que là, il s'agirait d'une relation toxique. S'il faut libérer tout un paquet de traumas enfermés dans l'amygdale cérébrale pour pouvoir un peu vivre cet amour au grand jour, eh bien, vous comprenez bien que c'est une relation qui lie deux personnes hypersensibles et traumatisées. Donc ce n'est pas un parcours anodin. Et quand bien même sur un plan plus céleste les âmes seraient bien sûr aussi liées, il me paraît peu probable d'arriver au bout de ce parcours sans connaître les codes terrestres puisque nous sommes incarnés. Je vous encourage donc de tout mon cœur à avancer vers une vérité, vers votre vérité, vers votre ouverture de conscience et de cœur. Sur cette chaîne, je vous partage un système de pensée qui a fonctionné pour moi, mais je ne suis pas du tout le genre à en faire une religion. Si vous expérimentez une autre façon qui vous rend heureux ou heureuse, eh bien, pourquoi pas ? J'espère néanmoins que ce podcast vous a éclairé d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker ou de vous abonner. N'hésitez pas à me contacter par email pour toute question concernant votre propre expérience. Pour celles et ceux qui saisissent et ressentent la valeur incommensurable de cet amour, permettez-moi de vous rappeler qu'il réside en premier lieu dans votre cœur, en vous, il est vous. Vous ne pourriez reconnaître aucun amour à l'extérieur de vous s'il n'existait pas au préalable en vous. Je vous remercie pour votre écoute et pour vos retours chaleureux. Prenez grand soin de vous. Au revoir et à très bientôt.